Aujourd'hui, je représente donc Wolf Learning sur un projet qu'on est vraiment content de vous partager parce que c'est une co-construction ici à Alfort. On va faire ça en 3 voies avec Chantal et Christelle. C'est un projet qui a été surtout créé l'idée par donc mon associé Grégory Casseleu, qui est le fondateur de Wolf Learning, qui vous prie de l'excuser, qui avait son vol de retour vers l'Angleterre et vient en Angleterre, donc il a dû partir en tout début d'après-midi. Mais bien évidemment, on a préparé cette présentation ensemble, avec Chantal et Christelle et Greg. Et aussi, je salue la présence de David, qui est notre spécialiste technique, qui nous aidera sur les questions plus techniques de la présentation. Donc ravi de vous partager ça, parce que c'est vraiment, on va le voir, c'est 2 ans de travail faits ici, qui sont sur le point d'être déployés. Alors, juste pour vous présenter rapidement Wolf Learning, nous sommes une agence de stratégie en formation en santé animale. Donc juste on travaille avec l'écosystème de la santé animale, avec quasiment toutes les sociétés du secteur privé, laboratoires, pet fooders, sociétés de services, et on est partenaire aussi des organisations professionnelles vétérinaires en France, des écoles, véto, etc. Donc on est dédié, on travaille sur le monde de la santé animale en France, en Angleterre et en Europe. Cette photo, on aurait pu la prendre aujourd'hui, parce que j'ai visité la salle de simulation, c'est vrai que ça s'est passé de la même façon, mais c'est rigolo de se dire que c'est exactement il y a 2 ans, donc David était là, et on voit Greg justement qui est face à l'écran, une partie de l'équipe, et c'était, on parlait de simulation, de simulation plutôt physique dans cette salle sim, et est venue l'idée de se dire, et la simulation numérique pour compléter la simulation, l'apprentissage. Donc ça s'est passé comme ça, et ensuite, c'est vous dire aussi quand on parle de simulation numérique en santé humaine, c'est quelque chose désormais qui est reconnu, extrêmement utilisé. Et vous pouvez lire tout ce que peut dire monsieur Jérôme Leleu, qui est le fondateur de Sim4Health, qui dit que c'est extrêmement intéressant pour reproduire des situations, des environnements, pour enseigner des procédures, diagnostiques, thérapeutiques. Donc c'est vraiment une méthode pédagogique de formation extrêmement utilisée en santé humaine et on l'espère, on travaille pour ça en santé animale. Le but, c'est de mettre en place notre modèle de compétences vétérinaires. Donc il y a à la fois des questions techniques, de savoir-faire, de savoir conseiller, de savoir établir un diagnostic. Et il y a de façon équilibrée et de façon aussi importante ce qu'on appelle le savoir-être, donc savoir travailler en équipe, travailler en entreprise, savoir communiquer, on va le voir, communiquer auprès des propriétaires d'animaux, des éleveurs, agir de manière responsable. Donc comment on va travailler sur ce modèle de compétences avec de nouveaux outils de simulation. Un point essentiel, c'est dans l'enseignement et dans le développement de nos compétences, si on vient parfois de formations plus scientifiques, si on est passé par la prépa, c'est comment on se renforce sur notre capacité de communication. Alors, en animal de compagnie, parce que ça va être le cas qu'on va vous partager, on parle de la famille de plus en plus, de notre patient, mais aussi savoir communiquer auprès de l'éleveur, c'est la même chose, c'est-à-dire dans ses compétences, comment on axe aussi sur ce thème-là et comment on va renforcer nos futurs vétérinaires à mettre en œuvre quelque chose qui t'est cher, Chantal, c'est l'alliance thérapeutique. Donc l'alliance thérapeutique, c'est quoi ? C'est créer ce partenariat finalement dans la compréhension et la décision avec la famille, le propriétaire de l'animal ou l'éleveur. Et donc il y a peut-être 3 piliers, bien collecter, et on insiste un petit peu dessus parce que ça va être justement le modèle qu'on va vous partager de formation, bien collecter l'historique médical, ce qu'on peut appeler l'anamnèse, obtenir le consentement éclairé, bien informé de notre client, et aussi travailler sur sa bonne compréhension, sa formation finalement, l'éducation de la famille dans l'animal de compagnie, mais on pourrait dire l'éducation de l'éleveur aussi dans notre relation, dans notre métier, notre partenariat avec lui. Donc c'est ça l'alliance thérapeutique. Et donc comment on travaille à ça dans les écoles vétérinaires ? Je vais commencer par inviter Christelle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce point de vue-là dans les écoles véto en France ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je pense que ce n'est un mystère pour personne de se dire que la formation clinique est déjà bien existante pour tous. Très facilement, on considère que c'est vraiment le cœur du métier, même s'il y a évidemment plein de manières d'exercer cette profession, mais en tout cas pour ceux qui se destinent à la clinique, la formation clinique en hôpital, et évidemment existe depuis maintenant très longtemps, et on a une certaine expérience quand même par rapport à ça.
Il y a des choses, il y a encore de gros enjeux, on va y revenir, qu'on doit affiner, mais c'est plutôt bien établi. Plus récemment, mais ça fait maintenant plus de 10 ans quand même, cette formation en communication, je pense qu'on est tous intimement persuadés de l'importance que ça va avoir dans leur exercice quotidien. Et donc cette formation en communication existe, en tout cas pour notre structure maintenant, depuis plus de 10 ans. C'est vrai malgré tout qu'on reste plutôt sur 2 lignes parallèles et que ces 2 lignes se croisent. Alors là, vous avez un binôme qui est très attaché au fait que ces 2 lignes se croisent et on essaie vraiment de déployer des exercices où ils mettent justement dans l'exercice d'une compétence clinique, on insiste sur l'acquisition de ces soft skills, mais ça reste évidemment probablement insuffisant. Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Christelle, on essaye de plus en plus effectivement de croiser cette formation clinique et cette formation en communication. Mais en fait, il y a plein d'enjeux derrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de formation vétérinaire, effectivement, on pense d'abord à la clinique. Et les premiers à penser à ça, d'ailleurs, c'est les étudiants. Quand ils arrivent à l'école, la première chose voilà, ils ont envie, c'est la clinique, c'est d'avoir des connaissances médicales, etc. Et en fait, nous, notre job, maintenant qu'on a bien conscience de ça, c'est vraiment de leur montrer que c'est complexe et que tout ça, ça doit s'imbriquer. C'est-à-dire que il faut avoir à la fois un raisonnement clinique, bien entendu, des stratégies thérapeutiques, de la communication client, l'expertise métier, le leadership, etc. Et c'est toute cette espèce de recette qui doit être bien amalgamé pour obtenir l'optimisation finalement du parcours de soins, comme on parlait ce matin, ou et encore mieux la qualité de soins pour les animaux. Donc voilà, et on essaye de faire tourner toute cette complexité ensemble. Voilà. Alors, au-delà même de la complexité, si on revient juste sur l'enseignement clinique, juste là déjà on a des challenges. Finalement, on est tous intimement persuadés de l'importance de l'immersion en situation authentique pour ancrer les connaissances, qu'elles soient théoriques et évidemment mettre en pratique différents gestes. Mais il y a des vrais challenges dans cet enseignement clinique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'assurer l'homogénéité d'exposition? La réponse est non. Est-ce qu'on peut être sûr qu'un étudiant sera présenté face à un cas de coryza, par exemple? La réponse est non. Et finalement, par rapport à cette question de se dire on est sur une approche qui intègre l'ensemble des compétences métiers, c'est vrai qu'en expérience clinique, on les challenge bien, je pense qu'on les évalue plutôt pas mal sur l'acquisition des connaissances, sur les compétences cliniques, mais on n'évalue pas du tout finalement, alors qu'on est en train de vivre une expérience clinique, on évalue très très mal finalement leur manière de se comporter vis-à-vis du propriétaire, on le fait même pas du tout, et s'y ajoute une complexité qui est celle de situations qui émotionnellement sont difficiles pour le propriétaire, où évidemment, on se doute bien que cette situation va pas servir d'exemple pour qu'ils apprennent à annoncer, par exemple, une mauvaise nouvelle. Donc, cet enseignement clinique est important, mais il y a de vraies difficultés encore, et il y a des challenges qu'on pourra jamais remplacer parfaitement. Et donc, si on veut faire un parallèle par rapport justement aux difficultés aussi, aux enjeux plutôt moins de la formation de la communication dans les écoles vétérinaires, je crois que le premier qu'il faut retenir déjà et qui est très positif, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même des étudiants que la clinique c'est bien, mais sans la communication, finalement, la communication va aider justement à obtenir cette alliance thérapeutique dont on parlait tout à l'heure, à pouvoir préciser un diagnostic, parce que des fois, si on ne pose pas les bonnes questions, on va avoir du mal à obtenir un bon diagnostic. En tout cas, ça va peut-être nous envoyer sur des mauvaises pistes. Mais ça, je pense que on a une prise de conscience, en tout cas presque d'année en année, je le constate depuis que je suis ici, de cette importance-là, de réunir tout ça. Par contre, là où on a un petit peu de mal, c'est effectivement, on n'a pas la possibilité dans nos CHUV, dans notre centre hospitalier universitaire, de faire un débrief à chaud, finalement, d'une consultation, de ce qui s'est passé avec cet animal-là au niveau communication. Ça, on ne sait pas le mettre en place aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est vrai qu'en termes de parcours client, le propriétaire, en fait, il a plein d'interlocuteurs dans un CHUV.
il y a effectivement les étudiants, mais il y a les praticiens hospitaliers, mais il y a tout ça. Et donc, en fait, la responsabilité, finalement, de poser les bonnes questions ou d'avoir un relationnel cohérent avec le propriétaire, finalement, est diluée et répartie sur plusieurs personnes, ce qui complexifie encore la chose. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est la difficulté, justement, d'évaluer les compétences relationnelles de nos étudiants. C'est sur le vif comme ça, c'est pas quelque chose de très très simple. Voilà. Donc d'où le projet, mais je vais redonner du coup la parole à Christophe. Voilà, d'où le projet. Donc on s'est dit tout ça en début de projet, en disant comment on intègre tout ça, comment on l'intègre aussi avec nos principes de l'andragogie qui nous sont chers chez Wolf Learning, c'est-à-dire comment, chez l'adulte, on sait que pour former, il faut de la pertinence immédiate, qu'il faut mettre l'apprenant, on dit, en situation d'expérience, d'action active, et on lui donne de l'autonomie, on lui donne le contrôle sur ses propres actions de formation. Principe de formation chez l'adulte. Et on s'est dit, et si on inventait une solution complémentaire qui nous permette d'être répétable, qui soit le plus réaliste possible, qui soit gamifié, on va aller stimuler la motivation intrinsèque, qui soit dans un environnement sécurisant, on va pas être avec des vrais propriétaires pour des premières consultations, et qu'on puisse ensuite déployer à grande échelle, avec justement une question de comment on aide à gérer le stress dans cet apprentissage. Et du coup, le mieux pour ça, c'est de vous partager ce qu'on a co-construit. Et pour ça, je vais faire appel donc à notre spécialiste technique qui va me rejoindre, David. Et puis on a trouvé un cobaye. On s'est dit un jeune clinicien dans la salle qu'on a identifié avec Christelle, Dr Reynaud, Olivier, qui va se prêter au jeu. Donc il ne connaît pas. On l'applaudit, on l'encourage. Il gère son stress aussi. On va lancer la démo. Donc Olivier, alors il connaît pas c'est ça qui est drôle, c'est qu'il connaît pas l'outil. On va faire redémarrer, tu es d'accord? On est là. Donc voilà, on est sur une solution de simulation numérique qui utilise de l'intelligence artificielle. Je confirme que j'ai 45 minutes devant moi, parce que le cas clinique complet, c'est bon, on est bon, vous avez 45 minutes avec nous? On va commencer. Et donc, on a Madame Sanchez qui est pile à l'heure pour son rendez-vous et on va faire entrer Madame Sanchez. Donc, au début, ça commence comme ça. Elle dit « Bonjour, docteur ». Et puis, on va continuer. On a un dossier médical, déjà pour savoir techniquement de qui on parle. Je vais te passer la souris, Olivier. Donc, c'est un chat qui a 15 ans, etc., qui fait 3,6 kilos. On revient. Simba se balade dans la pièce pendant que Madame Sanchez s'installe. C'est le moment de lui poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires pour comprendre ce qui se passe chez Simba. Notez qu'il vous sera ultérieurement demandé de faire un résumé de l'anamnèse et de l'examen clinique. Prenez des notes, mais rassurez-vous, vous aurez accès au dossier de Simba quand vous le souhaitez. Cliquez le bouton micro pour parler, puis validez pour envoyer votre question. Vous pouvez également taper votre question et appuyer sur Entrée pour l'envoyer. Vous avez 5 minutes maximum. À vous de jouer. Alors, on va évaluer, tu vois, Olivier, ta capacité à faire preuve. Bonjour, j'ai rendez-vous pour mon chat Simba. Je suis jeune vétérinaire. Alors, on va évaluer la capacité à faire preuve d'empathie, la qualité de l'écoute active, la pertinence de tes questions et la clarté, la précision de ta recherche d'informations. Tu peux commencer la discussion avec Madame Sanchez. Bonjour Madame Sanchez. Tu appuies, voilà, tu cliques. Tu cliques pour lancer le débat. Okay. Je clique pour arrêter. Pour arrêter, exactement. D'accord. Bonjour Madame Sanchez. Comment allez-vous aujourd'hui? Appuie. Et là je fais. C'est bien. Ça n'a pas pris au micro. Refais-le plus près du micro de l'ordinateur. Il enregistre là ou là? En fait, c'est le micro de l'ordinateur qui enregistre à voix. Bonjour Madame Sanchez. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et vous? Je suis un peu inquiète pour Simba, c'est pour cela que je suis venue. Que lui arrive-t-il exactement? Il n'a pas très faim. En ce moment, il mange moins que d'habitude. Depuis combien de temps? Cela fait environ 2 semaines que j'ai remarqué ce changement dans son appétit.
Il ne mange plus du tout ou juste moins? Oui, il mange environ 50% moins que d'habitude. Et il boit plus ou pas? Je me rappelle de mes cours. Oui, j'ai l'impression qu'il boit plus que d'habitude et je dois changer la litière plus souvent à cause de cela. Il a beaucoup moins d'activité également? Oui, il dort beaucoup plus et il est moins actif, il ne vient plus vers moi comme il le faisait avant. Pour vous, a-t-il maigri? Oui, je pense qu'il a perdu un peu de poids, mais je n'ai pas pesé pour être certaine. Une dernière question. Et avez-vous essayé de lui prendre sa température? Non, je n'ai pas essayé de lui prendre sa température, je n'ai pas l'habitude de le faire et je ne sais pas comment procéder. Parfait. Donc là, on va finir la conversation de Dr Reynaud et l'analyser. Donc oui, j'ai terminé. Et donc, tu es voilà, étudiant. Et tu vas voir... J'ai ma note? Jeune, ça vous rappelle une présentation hier, non? Alors ça crée le rapport, donc ça analyse la conversation et la qualité de l'empathie, du questionnement. Oui, alors c'est pas bon, hein? Ouais, parce que... Alors, vous avez vu que j'ai interrompu Olivier, parce que naturellement, tu aurais continué. 45 minutes. Non, tu n'avais que 5 minutes pour cette partie-là. Mais donc, ça va te dire, est-ce que tu as montré de l'empathie améliorée? Alors, tu peux détailler. Donc, vous manquez clairement d'empathie dans cette consultation. Vos questions sont mécaniques et techniques, sans montrer de préoccupation réelle pour Simba ou sa propriétaire. Vous devriez exprimer de la compassion, dire par exemple, je comprends votre inquiétude. Donc, voilà. Voilà, donc ça va analyser effectivement ce qui s'est passé, ça va mettre l'accent sur, en dehors de poser les bonnes questions techniques sur le chat, mais Madame Sanchez, est-ce qu'elle est préoccupée et... Madame Sanchez, elle est un peu... Ah, elle est assez exigeante. Alors, ça on le règle d'ailleurs, hein, selon le souhait pédagogique, n'est-ce pas? L'écoute active, c'est un peu dur, hein. Vous démontrez aucune écoute active. Je suis désolé Olivier. Quand on est devenu... Aucune reformulation des propos de la propriétaire, etc. Donc, voilà, normalement, il avait 5 minutes et on passe plus de temps en brief, hein, n'est-ce pas, Chantal? Voilà, montrer heureusement, confirmation de la perte d'appétit de 50%, tu as bien commencé à questionner la récupération d'informations. Voilà, on applaudit Olivier pour cette prêtée au jeu. Le cas, en fait, dure 45 minutes, mais on ne va pas les faire. Donc, tout ça, c'est mis à jour. Voilà, c'est mis à jour dans le dossier de Simba. Hein, donc, c'est ici, perte d'appétit, etc. Donc, on a rempli notre dossier médical. À ce stade, à votre avis, on pense à quoi, Dr Reynaud? Le 1? Oui. Bon, on était sur une maladie rénale chronique. Pourquoi diagnostic un peu comparatif, si on avait eu du diabète sucré, plutôt pris les vomissements, etc. On a une petite question, un petit quiz. À partir de quelle perte de poids on se fait du souci chez un chat? 1 kilo, allez. Bon, je connais la réponse, mais bon, vous allez voir, c'est pas 300 grammes. Hein. C'est des 150 grammes, on poursuit. Donc ça, c'est du quiz. Et là, on va passer sur les examens complémentaires. Donc en fait, là, la démarche, c'est important de vous l'expliquer. D'abord, on va confirmer l'hypothèse diagnostique, donc on va faire des examens. Donc on forme pour ça, hein, c'est ça l'idée, donc Christelle, hein, dans le brief pédagogique, c'est de dire, première étape, on va confirmer l'hypothèse diagnostique. Donc on va faire un bilan biochimique, on va faire une bandelette urinaire, on va faire un sédiment, on va faire une densité urinaire. Je ne sais pas si j'en oublie, mais ça fait longtemps. Oh, ben voilà, je connais un peu le cas. Je réapprends la médecine vétérinaire par la même occasion. Donc ça, voilà, diagnostic. Des examens complémentaires pour réaliser, pour déterminer la cause. Donc là, on va pas faire une pression oculaire, même si c'est important, l'ophtalmo. On va faire une petite radio, une petite écho aussi, puis une RPCU. Hein, voilà, donc là, on est sur la cause de la MRC. On continue.
Et ensuite, la troisième étape, donc ça c'est vraiment l'étape le protocole, les complications. Hein. Donc on va faire un ionogramme, on va mesurer la pression artérielle chez le chat, c'est très important. On va faire une ESA, donc j'ai appris à cette occasion ce que c'était qu'une ESA, ça n'existait pas quand je suis sorti de l'école. Et j'en ai oublié un. Une uroculture, bien sûr, si on a des infections. Donc là, voilà, on a formé l'étudiant et il va faire la même chose avec... Il est maintenant temps d'expliquer à Madame Sanchez les examens que vous recommandez par étape afin d'obtenir son consentement éclairé. Vous avez 5 minutes maximum. À vous de jouer. Donc il va s'entraider. Elle a un petit accent canadien. Alors docteur, qu'est-ce qu'un Simba? Donc là, je vais le faire vite, hein, volontairement. Écoutez, Madame Sanchez, avec ce dont on a discuté ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal cliqué? C'est la vengeance d'Olivier, ça. Bon, par manque de temps, en fait, on va pas pouvoir le faire, mais en fait, l'idée, c'est on va expliquer le protocole à la propriétaire, on valide son consentement, et donc l'IA va aussi bien valider qu'on a bien expliqué les étapes et pourquoi, et qu'on valide sa décision, son consentement. Et donc le total du cas, il y a donc l'anamnèse, il y a l'examen clinique, les hypothèses, les examens complémentaires. Chantal, la mise en place, hein, le suivi thérapeutique et le suivi. Donc c'est tout ça, c'est un cas de 45 minutes d'entraînement. Ça s'appelle Squill, c'est notre marque, c'est une solution Wolf Learning. Voilà. Comment c'est fait? Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? Alors, la meilleure personne pour vous en parler, c'est David. Bonjour tout le monde. Donc comment ça marche? Donc l'utilisateur, comme vous avez vu, il saisit ou il formule oralement sa demande. Et à partir de là, on va faire entrer 3 blocs, l'IA sous 3 blocs. Donc le premier, c'est la compréhension automatique du langage. Donc l'IA va décortiquer la phrase et va par exemple prendre l'espèce, le cas, l'urgence. Et à partir de là, on passe sur le deuxième bloc qui est l'intégration du contexte. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'un prompt, donc c'est la question que l'on va poser à l'IA, la requête. Nous, ça va nous permettre d'intégrer dedans tout ce qui est le dossier médical, le cas clinique, les objectifs pédagogiques qui sont attendus. Et derrière, on repasse par la couche d'IA pour justement faire la production automatique de la réponse. Et donc, c'est la réponse qui est donnée à l'utilisateur derrière. Bon, de manière plus technique, on passe par plusieurs LLM. Tout simplement parce que certains sont plus adaptés à la conversation, d'autres plus à l'analyse. Donc ça, c'est un peu la recette derrière. Merci David, on pourra revenir sur les questions si on a un peu de temps, s'il y a des questions plus techniques. Pour conclure, donc ça avait vraiment été un projet, alors depuis 2 ans, mais surtout depuis 1 an, à travailler en mode intelligence collective, une co-construction entre Alfort, un étudiant que je n'ai pas cité au départ, donc c'est important, Firmin, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est son sujet de thèse. Il l'a conduit, il a été le premier, enfin il fait partie des idées de la co-construction et des premiers testeurs évidemment, avec d'autres étudiants plus récemment en test utilisateur. Donc voilà, c'est validé par l'apprenant et on a mis de l'expertise métier, différents types de métiers, co-construction, une analyse très rapide. On est conscient à la fois des limites et des opportunités. C'est de la simulation, donc c'est pas la réalité, ça on en est conscient. Le deuxième point, vous voyez, si on va un peu vite, sur la note d'Olivier, si on le laisse tout seul devant son appréciation, il peut rester blessé, Olivier. Non, et du coup la réflexion, c'est est-ce que c'est en particulier au début un outil d'entraînement tout seul ou est-ce que ça s'accompagne en petits groupes? Et puis sur le modèle, donc il va falloir qu'on mesure l'impact pédagogique, donc ça reste à déployer, à mesurer, et puis trouver le modèle économique derrière pour tous. L'opportunité, c'est qu'on va pouvoir le dupliquer. Donc là, on a fait un cas aussi, on pourra faire d'autres types de cas thérapeutiques, de cas cliniques. On le voit comme quelque chose qui est très intéressant à intégrer dans la formation initiale et aussi dans la formation continue. Et voir de façon plus large aussi comment on peut, maintenant qu'on maîtrise ces technologies, l'intégrer de façon plus holistique. Et en conclusion, donc,
Première étape, déploiement à Alfort. Hier encore, on discutait de quand, comment, etc. Mais c'est imminent, hein, donc ça sera une thèse à la rentrée et un début de déploiement à planifier à Alfort. Les autres écoles veto, on a un peu profité du Numanima avec Lyon et Toulouse pour l'évoquer et voir comment on pourrait aussi le déployer sur les autres écoles vétérinaires. Vous dire que c'est pas quelque chose qu'on a facturé, qu'on a vendu. Hein, on considère que c'est notre contribution à la pédagogie, à la formation dans les écoles vétérinaires pour Wolf. Mais en même temps, pour nous, c'est de l'investissement R&D. On développe notre solution Squill AI pour Artificial Intelligence. On la développe pour le secteur privé avec d'autres modèles d'entraînement pour soit les équipes internes de nos clients sur du commercial, soit pour que nos clients, laboratoires, pet fooders, etc., puissent entraîner, former leurs clients. Donc c'est des pistes effectivement de développement pour le futur. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et encore un grand merci Chantal et Christelle pour ce projet.